Alors juste quelques mots rapides sur, voilà, sur le gîte Maximilien. Donc, pour, les personnes qui n'étaient pas à l'atelier de la semaine dernière, donc le gîte Maximilien et la plateforme porte la plateforme dématérialisée. Bonjour Katia. Alors est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, oui. Pas de souci. Voilà, donc juste Katia, je faisais un petit mot d'introduction sur, voilà, pour recontextualiser un petit peu les ateliers, puis le GIP et le réseau des achats, responsables. Donc le gîte Maximilien, voilà, la plateforme dématérialisée des achats publics pour l'Île-de-France. Donc dématérialisation des achats et puis accès, facilité, de l'achat, des achats, aux TPE-PME et donc le gîte Maximilien porte également maintenant le réseau francilien de l'achat responsable. Donc on a 3 missions. La mission d'appui, au développement des clauses sociales, la MAX, qui a été créée en 2016, par la DRIEETS. Nous avons également, la mission, pour des achats, publics, circulaires et environnementaux, la MAPS et depuis le mois d'octobre, nous portons le guichet vert dans le cadre, du, PNAD 2022-2025. Donc nous sommes, 3 au sein du réseau des achats responsables franciliens et donc Louise Vidal qui est la chef de projet et donc moi-même qui suis donc chargée de mission sur le volet, accompagnement des acheteurs sur le volet, social et donc ma collègue Anaëlle Mazin qui est, en chargée de mission sur le guichet vert depuis le mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à aller sur, voilà, sur le site du GIP Maximilien, dans, la partie achat responsable, vous aurez toutes les informations et notamment nos 2 guichets, le guichet régional des clauses sociales pour accompagner les acheteurs publics franciliens qui ont des marchés à exécution, sur plusieurs départements en tout cas du territoire francilien et puis ma collègue, Anaëlle Mazin pour vous accompagner sur le volet, la prise en compte de considérations environnementales, dans vos marchés publics. Voilà, donc on se retrouve, voilà, pour à peu près 90 minutes. Donc comme je vous le disais, donc cet atelier va être consacré, deuxième atelier, au rôle, du facilitateur. Donc, il s'en suivra donc, 3 autres ateliers dans les 3 prochaines, semaines. Donc cet atelier, donc il y a une présentation donc, qui est faite par, Katia Salvado, chef de projet au sein de l'URTI, avec, comme je vous le disais, Vincent Legal, facilitateur. Donc voilà, je crois que tout le monde a coupé ses micros. Comme je vous le disais, donc l'atelier est enregistré. On vous enverra tout à l'issue de l'atelier. N'hésitez pas, voilà, à poser vos questions, comme d'habitude, dans le chat et puis, on sera ravis de prendre vos questions, à la fin voilà, de la présentation, qui sera faite par Katia et Vincent. Écoutez, bon atelier, je crois que j'ai fait le tour. Katia, je te laisse la parole. Merci Erika et bonjour à tous pour ce nouvel atelier. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, effectivement, l'objectif, c'est de bien centrer cet atelier sur le rôle du facilitateur. Donc, je vais vous présenter un document en espérant qu'il passe bien, qui permettra comme ça un petit peu d'étayer nos échanges. Excusez-moi, je le recherche. Non, c'est pas ça. Alors du coup, Erika, j'ai un peu de mal à le retrouver. Est-ce que ça je ne sais pas si tu l'as reçu, tu pourrais nous le Non, partager? contre, là, je l'ai pas le support. Tu l'as pas? Attends. Alors ça devrait être
excusez-moi pour ce petit temps d'attente. C'est bon. Alors, hop. Voilà. Est-ce que... Moi, je le vois bien. Est-ce que tout le monde voit D'accord. bien le support? Tout le monde le voit bien? Donc, on peut y Je pense aller. Donc, que oui, Oui, très bien. c'est bon. Alors, par rapport à cette présentation, en fait, l'idée, c'est de vous présenter dans un premier temps, une fois de plus, effectivement, le rôle du facilitateur par rapport aux clauses sociales et aux achats responsables. Mais dans l'objectif, cette présentation, c'est vraiment qu'on puisse développer les manières de vous appuyer, vous, en tant qu'acheteur, pour développer vos achats responsables. On fera un point également avec l'appui de Vincent Le Gall, des bonnes pratiques et des points de vigilance pour ce partenariat. Et puis, on terminera avec vos questions et notamment les questions qui reviennent le plus fréquemment en fait sur cette thématique particulière. Donc, Vincent Le Gall, qui va m'accompagner donc en binôme pour cette présentation, est chargé de mission clause d'insertion à la Maison de l'Emploi Seine-Ouest Entreprise et Emploi, et donc moi-même chef de projet à l'URTI, comme l'indiquait Erika en introduction. L'Union régionale des territoires pour l'insertion et l'emploi, autrement dit l'URTI, est en fait une structure qui rassemble les élus locaux de toute la région. Elle œuvre véritablement pour le développement des dispositifs locaux, à savoir les dispositifs qu'on va retrouver dans les communes, dans les communautés d'agglomération, les établissements publics territoriaux, ça peut être également les conseils départementaux ou les conseils régionaux, ou à d'autres échelles. Donc les dispositifs locaux d'emploi et d'insertion sur le territoire de l'Île-de-France. L'URTI est également représentante du réseau national Alliance Ville Emploi sur le territoire et elle est engagée depuis 2016 au sein de la mission d'appui de la clause sociale. Donc l'objectif de l'URTI, c'est bien de développer, de pérenniser, d'harmoniser en fait le dispositif, non seulement des clauses sociales, mais de manière plus large sur tout ce qui peut relever des achats responsables. Et de travailler notamment sur les pratiques des professionnels qui justement font vivre ce dispositif, à savoir les facilitateurs de la clause sociale. L'URTI intervient auprès des donneurs d'ordre et des entreprises en présentant les dispositifs, leur fonctionnement et surtout, toutes les actions de l'URTI visent à inciter en fait les acteurs divers et variés à s'engager auprès des territoires pour développer ces clauses sociales, sans oublier que l'objectif final, en tout cas un des objectifs principaux, c'est bien de pouvoir, comment dire, apporter une plus-value pour des publics qui sont en difficulté d'emploi, de recherche d'emploi, et pouvoir proposer des solutions à travers ces marchés pour que tous ces usagers, ces publics, ces habitants retrouvent le chemin de l'emploi. Et donc, l'URTI travaille avec plusieurs partenaires divers et variés, mais notamment avec les structures qui salarient les facilitateurs qui mettent en œuvre ces clauses sociales. Donc, l'exemple, ça me permet de faire une transition et de laisser peut-être rapidement Vincent Le Gall se présenter. Bonjour à tous, donc Vincent Le Gall, moi je suis facilitateur. Nous sommes deux facilitateurs au sein de la Maison de l'Emploi, Seine-Ouest Entreprise et Emploi. Donc nous travaillons sur un territoire particulier du 92, c'est celui de GPSO. GPSO, ça représente 7 communes. C'est un territoire assez favorable, je dirais, à la clause sociale, puisqu'en fait c'est un territoire assez riche. On a les communes de Boulogne, ici les Moulineaux, qui sont comme des communes assez riche et assez active en fait dans tout ce qui est clause. Donc on a quand même un nombre d'heures rien que sur ce territoire-là qui est très conséquent puisque
L'an passé, nous étions à 327 000 heures sur le territoire, uniquement. Donc, nous travaillons avec beaucoup de donneurs d'ordre, publics et maintenant de plus en plus privés, et c'est pour ça qu'on arrive à développer pas mal les heures. Katia, si tu veux. Oui. Voilà, effectivement, et ce qui est intéressant par rapport à cette structure, c'est que du coup, cette maison de l'emploi, elle regroupe plusieurs partenaires, plusieurs acteurs qui sont en fait les acteurs la plupart du temps de la clause sociale. À savoir, il y a le volet bénéficiaire, il y a le volet salarié, entreprise et autres. Donc, je pense. Oui. Je t'interromps, on a aussi le vivier, puisque en tant que maison de l'emploi, on a aussi la structure, les bénéficiaires du RSA, on a des suivis adultes et on a surtout la mission locale qui est intégrée à la maison de l'emploi. Donc, on a un vivier en fait, de candidats pour tout ce qui est heures d'insertion assez important. On peut mettre à disposition effectivement directement des entreprises dans le meilleur des cas ou via l'intermédiaire des SIAE, cas échéant. Donc, on a quand même une certaine souplesse en fait dans tous les postes qu'on peut, dans les interventions qu'on peut faire sur tous les marchés. Tout à fait. Et donc, pour continuer sur cette fameuse clause sociale, là, un petit récapitulatif, je dirais, historique. La manière dont les clauses sociales ont pu se développer au sein des collectivités, notamment. En fait, si on reprend la clause sociale au niveau des années 90, on était sur des clauses dites de mieux-disance sociale. Donc, c'était vraiment les prémices. Avec tous les projets de rénovation urbaine accompagnés par l'ANRU, il y a eu un boom en fait de ces clauses sociales, à savoir si pour les clauses de mieux-disance sociale, c'est quelque chose qui existait déjà, mais qui était au bon vouloir un petit peu peut-être des collectivités ou des donneurs d'ordre dans le cadre de marchés publics. Avec l'ANRU, on est passé sur une phase où les conventionnements entre donneurs d'ordre et l'ANRU ont fait qu'il y a eu une contrainte d'intégrer ces clauses d'insertion et que du coup, au vu des marchés plutôt importants et conséquents liés à l'ANRU sur le territoire national, on a vu un développement de ces clauses sociales et des pratiques. Alors, beaucoup au départ avec des objectifs quantitatifs qui ont largement été atteints pour ce qu'on appelle le programme de rénovation urbaine 1, le PRU 1. Et puis, au fur et à mesure, un développement de mise en pratique, mais plutôt qualitative, en incitant le développement local avec les structures d'insertion par l'activité économique, avec des résultats qui font de leur mieux, qui tentent en fait de tendre vers l'emploi durable, des embauches directes et autres. Et en fait, sur les années 2010, là, on a eu une multiplication des marchés publics, mais aussi privés, qui intégraient des clauses d'insertion. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on doit prendre en compte, notamment sur la région Île-de-France, le fait qu'on a des grands travaux qui se développent, à savoir, alors pour citer les plus emblématiques, mais ce n'est pas les seuls, tout ce qui est lié au transport. Donc, on pense au Grand Paris Express, au métro, mais aussi à toutes sortes de travaux liés à EOL, à la RATP, à la SNCF. On pense bien évidemment, là nous sommes en 2023, le compte à rebours a commencé pour les Jeux Olympiques. Donc là, ça a été aussi l'occasion de mettre en place des clauses sociales et des achats responsables à grande échelle. Et puis, l'ANRU c'est lancé d'ores et déjà, mais on est sur ce qu'on appelle le NPNRU, à savoir le nouveau programme national de rénovation urbaine. Donc, avec des objectifs bien spécifiques, on pourra peut-être en reparler lors des questions-réponses, mais de développer l'accès à plus de femmes à ces marchés, de développer les prestations intellectuelles et des axes en fait qui n'avaient pas été du tout ou pas assez explorés en fait sur le PRU1.
Donc, tout ça donne en fait la naissance et le développement du métier de facilitateur de la clause sociale. C'est un métier qui est nouveau, il n'est pas du tout comparable avec d'autres métiers qui existent depuis toujours ou qui sont installés depuis décennies. Néanmoins, là, ça fait quelques années que des facilitateurs ou sont en poste ou intègrent ces nouveaux métiers. Donc il y a des pratiques qui commencent à s'ancrer véritablement et à porter leurs fruits en termes d'accompagnement. Donc la clause sociale, c'est un dispositif qui permet d'utiliser la commande publique, mais quand on dit public, c'est aussi privé, comme levier d'insertion et d'emploi local. C'est véritablement se dire qu'à un moment donné, tout donneur d'ordre qui réfléchit à ou des constructions ou autres dans le cadre du BTP, mais aussi sur des marchés de services, des marchés de fourniture, il va s'interroger en se disant comment est-ce que je peux faire pour que le marché que je suis en train de préparer soit aussi un levier d'insertion et d'emploi local. Il va s'interroger parce que peut-être il a, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une contrainte. Ça peut être même dans le cadre de subventions ou de conventionnement, mais aussi, et on pourra y revenir aussi, pour tout ce qui est lié à la responsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est un véritable levier pour aller dans ce sens. Elle est portée, en fait, cette clause d'insertion par les collectivités locales ou leurs structures locales de l'emploi, à savoir les PLI, les plans locaux d'insertion pour l'emploi, les maisons de l'emploi et d'autres structures qui peuvent être mises sur le devant de la scène. Et en fait, on parle, là, ce que je voudrais tout de suite signaler, c'est qu'on parle souvent des clauses sociales pour abréger, on va dire, mais en fait, derrière ce terme, il y a les achats responsables. Donc, au-delà de l'introduction que vous devez peut-être plus ou moins tous connaître d'heures d'insertion pour un marché, c'est aussi une réflexion plus large sur comment on mobilise des structures d'insertion par l'activité économique et comment ces heures se transforment aussi sur des parcours plus qualitatifs qui sont au bénéfice souvent de tout ce qui est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences des attributaires, qui sont souvent des entreprises. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette clause sociale, elle n'est pas en électron libre, elle est structurée en fait au niveau national avec des outils de l'association Alliance Ville Emploi, dite AVE. Donc, ce qui permet d'avoir un échange de pratiques au niveau national et de pouvoir poser un cadre, en fait, un référentiel sur ce métier, véritablement. Alors là, si on doit peut-être se pencher vraiment sur les missions de l'acteur du facilitateur, de la clause sociale, on va retrouver des missions, les missions qui sont citées, à savoir mettre en œuvre les clauses sociales, mais en associant divers acteurs. C'est-à-dire, comme je vous l'expliquerai un petit peu plus bas, pouvoir intégrer aussi bien les contraintes et les demandes du donneur d'ordre, mais aussi de même pour les entreprises attributaires et parallèlement les structures qui reçoivent du public et qui accueillent du public demandeur d'emploi. Je pense à Pôle emploi, aux missions locales, aux services qui peuvent accueillir les bénéficiaires du RSA également, pouvoir travailler en fait avec tous ces acteurs pour aller sur un projet commun, un projet qui réponde aux besoins du donneur d'ordre, mais aussi des entreprises et tout particulièrement de ces publics qui sont demandeurs d'emploi. Et je précise aussi que ces publics, en fait, la clause d'insertion n'est pas ouverte à tout public. Elle est centralisée en fait sur des profils entre guillemets dits particuliers, à savoir des demandeurs d'emploi longue durée, pour n'en citer que quelques-uns. Excuse-moi, Katia, excuse-moi, Oui. je t'interromps juste quelques instants, parce que le support, je sais pas, les slides ne défilent pas. Alors, vous êtes bien sur facilitateur de la clause sociale? Oui, on a Oui, c'est la ça. première page maison de l'emploi, Seine et Ouest, mais je ne sais pas si tu as voilà, Ah! les slides ne Et là, ça va mieux ou pas? non.
On est toujours, sur la maison de l'emploi, enfin le titre de ton les Alors, maisons de l'emploi, c'est est-ce que NUES. c'est mieux Là, comme c'est ça? bon, ouais, là, c'est bon. Ah, pardon, Ouais, super. d'accord. OK. Euh, donc, on est bien sur une démarche qui est multipartenariale. L'objectif aussi, en mettant en place, avec l'émergence en fait de ce métier par rapport au rôle du facilitateur, c'est de pouvoir construire un guichet territorial unique et se dire que l'entreprise attributaire, l'entreprise ou les attributaires, elles bénéficieront d'une seule porte d'entrée qui permettra de mieux les accompagner pour réaliser cette clause d'insertion. Donc, je pense que ça, c'est un volet qui est important. Au lieu de se retrouver avec une entreprise qui devrait s'adresser à divers partenaires pour trouver du public, pour savoir qui va salarier ces participants, on les appelle les participants de la clause d'insertion. Là, en fait, on a un interlocuteur unique qui va vraiment se mettre au service des attributaires pour réaliser au mieux cette clause d'insertion. Et du coup, excusez-moi, hop, en fait, le facilitateur, le rôle du facilitateur, ses missions, ça va être également de bien articuler en fait les parcours d'insertion, à savoir pouvoir se dire pour tel candidat qui va intégrer potentiellement cette opportunité, ce dispositif de clause d'insertion, où en est-il de quels sont ses besoins pour qu'il aille vers l'emploi pérenne? Parce que c'est vraiment l'objectif de la clause d'insertion, c'est de pouvoir construire des parcours et se dire qu'à un moment donné, les personnes qui bénéficient de ce dispositif, elles accèdent un emploi pérenne, un emploi durable, autrement dit un CDI, un CDD et toute embauche directe au bout du compte. Le facilitateur, il va aussi animer le partenariat avec tous les acteurs concernés. Ça veut dire qu'il va pouvoir organiser des rencontres régulières, par exemple, pour présenter toutes les opportunités de la clause sur le territoire, mais aussi, plus simplement, pour un marché donné que vous, donneur d'ordre, vous avez préparé, si possible, dans l'idéal, en amont avec le facilitateur, il va pouvoir se dire qu'en face, on va trouver le candidat qui correspond le mieux à ce qui est attendu dans le cadre des missions des attributaires. Et dans tous les cas, en fait, ces missions s'apparentent à des missions de service public, dans la mesure où ce sont souvent des salariés de collectivités locales ou alors de structures qui sont financées par ricochet par ces collectivités locales. Alors, je continue. Je ne sais pas ce qui était prévu. Je pense que les questions, oui, on les garde pour la fin, hein, c'est bien ça? Là, pour l'instant, il y en a pas. Enfin, on va les garder pour la fin, à moins qu'il y ait des personnes qui souhaitent, commencer Ouais. à poser des questions sur la première partie. Alors, sur ce schéma, en fait, vous voyez représenter quels sont les principaux partenaires des facilitateurs de la clause sociale qui vont jouer un vrai rôle d'interface, véritablement. À savoir, on pourrait presque se dire que le premier interlocuteur, c'est tout ce qui est maîtrise de les maîtrises d'ouvrage, autrement dit les donneurs d'ordre. Ensuite, vous avez les entreprises qui vont être titulaires d'un marché et les prescripteurs qui, eux, de leur côté, vont pouvoir orienter les publics éligibles à la clause d'insertion. Et enfin, vous avez aussi toutes les structures qui vont porter les contrats qui relèvent de l'insertion. Alors, les structures d'insertion par l'activité économique, donc on pense à des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires. Tout ça, ce sont et des entreprises d'insertion. Ce sont ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique qui vont salarier des personnes éligibles à l'insertion en les accompagnant sur des parcours généralement qui courent de 1 à 2 ans. Donc ça, c'est une possibilité en fait de contrat qu'on va utiliser au niveau des clauses d'insertion. Vous avez aussi les GEC, les groupements d'insertion, les groupements pour l'emploi et l'insertion et la qualification, tout ce qui est structure qui est rattachée au handicap, le secteur, les structures du secteur protégé et adapté. Et puis, vous retrouvez l'intérim classique ou d'autres structures au niveau de l'ESS.
Je rajouterai également que le facilitateur, il va aussi être à l'interface avec les services des ressources humaines, en fait, pour les embauches directes, à savoir sur les clauses d'insertion. Il y a possibilité également, et c'est même l'objectif premier, de recruter directement en CDD, en CDI, mais là, du coup, ça nécessite un accompagnement avec l'entreprise et notamment avec leur service de ressources humaines. Alors, là, pour vous donner en fait un panel des réalisations du facilitateur, on est bien sur 3 phases, à savoir, pour chaque marché qui va être préparé, pour chaque accompagnement, on a une notion qui relève en fait de l'amont de l'attribution. Ensuite, il y a pendant le déroulement du marché et puis à l'issue du marché. Donc, en amont, le facilitateur, il va présenter le dispositif des clauses sociales. En amont, on est vraiment sur la relation avec le donneur d'ordre. Donc, il va présenter le dispositif pour ceux qui le connaissent peu ou pas du tout, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu, non pas tortueux, mais multipartenarial avec plusieurs branches. Donc, il y a souvent besoin, en fait, d'avoir un professionnel qui va expliquer, en fait, les tenants et les aboutissants et qui va pouvoir expliquer quelles sont les différentes orientations qui peuvent être prises et quels vont être les points positifs qu'on peut en retirer. Le facilitateur en amont, excusez-moi, hop, pardon. En préparant ainsi avec le donneur d'ordre le marché, parallèlement, il a aussi connaissance par rapport au territoire, au lieu où va se déployer en fait concrètement ce marché, quels sont ses besoins, quelles sont les ressources. Un exemple précis, il peut y avoir des communes ou d'autres territoires plus larges, comme des conseils départementaux, enfin des départements. Il peut y avoir des endroits où on constate par exemple qu'il y a un besoin criant de travailler sur les jeunes de moins de 26 ans qui n'auraient pas de diplôme, ou même des jeunes de moins de 26 ans qui seraient diplômés, mais qui auraient des difficultés à accéder à l'emploi durable. Donc là, le facilitateur, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, il va pouvoir aussi se dire qu'en travaillant avec le donneur d'ordre en amont, il peut calibrer le marché pour cibler en fait ces publics ou ces habitants de manière un peu particulière et avoir comme ça une action sur, j'ai presque envie de dire, sur le taux de chômage ou l'employabilité en fait de ces habitants. Il va de toute manière, par rapport aux donneurs d'ordre, dans le cadre d'un travail sur un marché particulier, il va s'interroger et aiguiller le donneur d'ordre pour lui conseiller de repérer tel ou tel lot ou tel marché qui vont pouvoir donner lieu à la clause sociale. L'objectif n'est pas de systématiser en fait cette clause sociale. Il faut qu'elle soit construite de manière opportune. Donc, le travail du facilitateur, c'est vraiment d'aider, d'accompagner pour choisir au mieux les marchés ou même les lots qui correspondent le mieux aux besoins et qui répondent aussi aux besoins, une fois de plus, des entreprises. Même si pendant la préparation, on ne sait pas quelle entreprise va bénéficier de la clause d'insertion, on a quand même des secteurs d'activité où on sait par exemple qu'il y a un manque criant de personnel et donc on peut aussi rédiger la clause d'insertion en ayant ça en tête. Comment aider les entreprises attributaires qui vont elles-mêmes vous rendre le service pour lesquels vous les missionnez, à elles-mêmes se doter au mieux de ressources humaines. Donc, de la même manière, une fois qu'on a toute cette réflexion un petit peu d'ingénierie, le facilitateur, il va appuyer concrètement le donneur d'ordre pour la rédaction en fait de cette clause sociale, sachant que, alors, appuyer à la rédaction d'un côté, mais aussi au calibrage des volumes clausés, à savoir combien d'heures, combien de marchés, dans quel niveau de technicité on va rentrer. Et là, véritablement, il va aussi
appuyer pour indiquer aux donneurs d'ordre si on se contente simplement d'introduire des heures d'insertion, ou alors on va un petit peu plus loin, on introduit des heures d'insertion, mais en demandant par exemple de la formation ou de travailler sur un axe précis. Et puis après, il y a tout le volet qui correspond en fait aux marchés réservés, ou les marchés d'insertion professionnelle, où là, on va faire travailler des structures d'insertion par l'activité économique, notamment, ou le secteur du handicap, ou d'autres structures, pour faire levier, et que par ricochet, au lieu de faire travailler une personne, par exemple, sur un nombre d'heures données, là, c'est une structure dans sa globalité avec laquelle on va travailler. Donc, c'est vraiment la recherche de solutions pour que les attributaires ils puissent au mieux répondre à cette clause d'insertion. Et je préciserai aussi que par rapport à cette phase amont, là, c'est comme si j'avais un peu expliqué ce qui se passait pour un marché donné. L'objectif véritablement, par rapport au métier de facilitateur et sur la manière dont il peut le mieux vous accompagner, c'est au fur et à mesure que vous construisez un partenariat avec lui, c'est d'arriver à un moment donné, de se projeter en fait sur la programmation que vous mettez en place pour l'année N+1, voire parfois N+2, N+3, et pouvoir comme ça travailler bien en amont sur toutes les possibilités qui seront ouvertes. Et c'est là où les choses les plus intéressantes en fait se mettent en place. Et quand je parle de choses les plus intéressantes, c'est que souvent, c'est là où on gagne en fluidité par rapport au marché, par rapport aux donneurs d'ordre, mais aussi aux entreprises. Donc, il y a vraiment cette notion de préparation en amont qui peut être de manière générale sur une programmation donnée pour un donneur d'ordre donné, ou toute ou partie de cette programmation. Et après, sur l'amont, ça va être au coup par coup, au fil de l'eau, en fonction des opérations qui sont projetées. Vous avez ensuite l'intervention pendant le marché. Donc là, le facilitateur, il va rencontrer l'entreprise attributaire et ils vont travailler de concert. Il va assurer le lien avec toutes les structures qui accompagnent ou qui portent en fait des futurs bénéficiaires de cette clause d'insertion pour le volet en fait socio-professionnel des bénéficiaires. On est en fait effectivement sur des demandeurs d'emploi qui souvent nécessitent en fait un accompagnement parallèle pour toutes les questions sociales, de logement, parfois de linguistique ou d'autres aspects. Donc là, il est important en fait qu'on puisse s'inscrire dans un écosystème et que ces structures, elles continuent d'accompagner en fait ces bénéficiaires de la clause d'insertion. Elle va proposer toutes les solutions, tout le panel de tout ce qui peut exister. Donc là, je répète, le fait de pouvoir s'appuyer sur des structures d'insertion par l'activité économique ou des structures qui relèvent du handicap et éventuellement des structures de l'ESS. Elle va également, pareil, je répète, proposer des solutions pour ce qu'on appelle les embauches directes. Vous avez des personnes qui relèvent de la clause d'insertion, mais qui parfois sont aptes à occuper d'office des postes en CDI, en CDD, en alternance également. Et puis, vous avez d'autres possibilités, à savoir, ce sont des personnes qui auraient fait justement un parcours au niveau de l'insertion, au niveau des structures d'insertion par activité économique, qui se retrouvent quasiment en fin de parcours et qui là basculeraient sur des emplois de droit commun. Et sur les missions du facilitateur, à nouveau, c'est lui qui va assurer le suivi de la clause sociale et qui va contrôler l'exécution, en fait, vraiment au regard de ce qui aura été notifié dans le marché, qui va pouvoir voir comment ça se déroule régulièrement. Il y a une notion de temporalité qui est importante. Souvent, il peut arriver en fait qu'il y ait des exemples de réalisation de la clause sociale qui se font à la dernière minute, sur un temps très contraint. En général,
c'est pas la bonne solution et il y a souvent des freins en fait à la réalisation. Le facilitateur, il va être là pour que les choses se fassent et qu'elles se fassent dans les meilleures conditions, dans une temporalité idéale et autres. Tout ça se fait toujours en lien étroit et direct avec le donneur d'ordre. Et vous avez la phase, on va dire la troisième phase, qui est la phase qui a lieu après le marché, une fois que le marché se termine, où là, le facilitateur, c'est lui qui va être garant en fait du bilan de réalisation pour le donneur d'ordre, mais aussi qui va assurer un retour aux structures avec lesquelles elle a travaillé pour orienter le public ou d'autres structures. Et il y a une notion aussi importante pour les marchés qui sont un peu conditionnés à l'obtention d'une subvention au regard de cette clause d'insertion. Elle va établir probablement une attestation ou sur une autre forme, mais un bilan pour les financeurs. Voilà, en expliquant un peu cette phase amont, pendant, aval, on a quand même une assez bonne idée de ce que peut représenter le travail du facilitateur. Alors là, vous retrouvez une carte qui est un petit peu datée, je m'en excuse, mais qui couvre véritablement les facilitateurs de la clause sociale en Île-de-France. Donc, vous pouvez voir, on a des zones blanches là qui sont de moins en moins blanches, on va dire, mais on a de plus en plus de structures en fait en Île-de-France aujourd'hui pour plusieurs raisons. Là, actuellement, par exemple, l'État a lancé un appel à projet pour augmenter en fait le nombre de facilitateurs, c'est ce qu'on appelle les appels à projets dans le cadre du PNAD, pour augmenter le nombre de facilitateurs en Île-de-France et pouvoir répondre ainsi aux demandes des marchés de l'État qui sont en train de se développer, de l'Agence nationale de rénovation urbaine, de l'ANRU, des grands travaux et également de tout autre donneur d'ordre qui soit de plus petite taille ou plus importante. Donc, on ne peut pas dire à ce jour qu'on est sur une couverture à 100% de la clause sociale, mais on tend vers ce chiffre. Sachant que vous pouvez parfois, et ça je pense qu'on pourra en reparler avec vos questions, vous pouvez être face à des territoires où vous avez bien un facilitateur, mais qui interviendra peut-être pas pour tous les donneurs d'ordre ou pour tous les types de marchés. Donc ça, c'est à voir un petit peu au cas par cas. Là, pour faire une transition, pour donner la parole à Vincent Le Gall, pour redonner la parole à Vincent Le Gall. Donc, comme je vous disais, la carte n'est pas tout à fait d'actualité. Néanmoins, si vous prenez la carte qui est sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye un petit peu d'agrandir. La maison de l'emploi où intervient Vincent Le Gall, donc couvre ce territoire. Je ne sais pas du tout si vous voyez mon curseur. Non. Non, vous ne le voyez pas. Non, Alors, non. c'est Ah à si, l'ouest. Voilà, ça couvre entre Boulogne-Billancourt si c'est bon, j'ai et fait. Meudon. Voilà. Ça, c'est vraiment le territoire d'intervention de la maison de l'emploi pour lequel travaille Vincent Le Gall. Et donc là, l'objectif, effectivement, en lui donnant la parole, c'est qu'il puisse un petit peu illustrer les propos que nous venons d'exposer en vous donnant des exemples précis de réalisation et qu'il puisse vous expliquer ces exemples, comment ils se sont déroulés justement sur la phase amont, pendant, aval et comment il a pu appuyer différents donneurs d'ordre. Donc, je vais reprendre le premier exemple. Le premier exemple, c'est en fait, c'est l'exemple le plus parlant. Enfin, si on se réfère à la slide précédente sur le amont-aval, là, c'est Cœur de Ville, ici les Moulineaux. C'était un très gros marché. Et donc, nous avons démarché nous-mêmes le donneur d'ordre privé qui était Altaria Cogedim, qui à l'époque était Altaria Cogedim, puisque maintenant Altaria et Cogedim se sont séparés. Mais enfin bon, au démarrage du chantier, c'était Altaria Cogedim. Donc, nous avons été les voir et nous avons proposé en fait d'intégrer des heures d'insertion dans leur marché. Et après de différents rendez-vous, donc ils ont accepté.
Donc, on a intégré après Seine-Ouest Habitat, donc qui était un donneur d'ordre, puisqu'il y avait une VFA à l'intérieur du marché, il y avait une VFA pour à peu près 9000 heures. Donc, du coup, on a intégré le bailleur social. Et tous ensemble, on a décidé donc de quels allaient être les lots sur lesquels on allait poser des heures d'insertion, quelles étaient les formules que nous allons appliquer et donc quelles étaient les modalités que nous allons prendre en fait pour les personnes à embaucher. Donc, c'est l'entreprise attributaire, donc Bouygues TP, était partenaire aussi de ça. Donc, le marché a duré pendant 3 ans. 3 hectares de terrain à travailler. Ça y est, le slide est disparu. Katia, ça y est, non, c'est pas revenu. Donc, il y avait 600 logements, 25% de logements sociaux, donc ce qui était quand même assez important, 40 boutiques, des cinémas. Donc, il y avait pas mal de choses à faire dessus. On a réussi à mettre 100 000 heures d'insertion, qui était un chiffre, on voulait un chiffre rond pour que ça soit un peu emblématique, donc 100 000 heures. 227 candidats quand même en insertion, 364 contrats, 74 entreprises qui nous ont fourni les heures d'insertion. Donc, il a fallu gérer les retours de 74 entreprises quand même. C'était assez important. Avec des allers-retours pour réussir à trouver tout le monde. Ça n'a pas toujours été simple, mais on y est arrivé, puisqu'on a dépassé les heures prévues initialement. Et puis, pour vous donner un ordre d'idée de la taille, c'était quand même 10 grues. 10 grues, ça représente quand même pas mal sur un chantier au cœur d'une commune. Donc, sur ce chantier-là, qui a duré 3 ans, on a mis aussi, on avait négocié des formations. Donc, du coup, on avait des formations notamment en coffreur-brancheur, ce qui permettait donc de prendre des candidats et de les former pendant 2 ans au moins, puisque c'est la durée de l'insertion. Et nous allions toutes les semaines faire une visite sur le chantier, voir le suivi en fait de cette formation. Après, on était pendant le chantier, on avait tous les mois, on avait des visites de chantier, on avait des réunions de chantier avec le suivi des heures, avec tous les partenaires. Et voilà, donc c'était des grandes messes, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde. Et on suivait les heures mensuellement, et ce qui nous a permis après d'avoir une synthèse assez simple à faire en fin de chantier pour faire le bilan. Donc, ce chantier-là était vraiment emblématique en fait du suivi sur les 3 phases de communication avec les donneurs d'ordre. Le deuxième type de chantier sur lequel on travaille et qui est quand même assez intéressant pour nous, ce sont les… Katia, vous pouvez changer de slide? C'est sur les chantiers d'insertion. Alors ça, c'est un chantier avec un partenariat avec à la fois donc, un bailleur social et une ACI, donc Médiation Insertion Formation, qui est une association, un atelier chantier d'insertion. Et donc, du coup, on avait un contrat tous les 3 pour faire de l'insertion sur la rénovation de halls d'immeubles. Dans un premier temps, nous avons mis en place le projet avec l'association Médiation Insertion, et nous l'avons proposé à Seine-Ouest Habitat. Donc, du coup, ça fait 7 ans, en fait, enfin, pas tout à fait, ça fait un peu plus de 6 ans qu'on fait ce chantier-là. Donc, c'est toujours 12 personnes sur 10 mois pour, en gros, en moyenne de 12 000 heures par an. Donc, c'est le chantier de peinture, rénovation hall d'immeuble, faïence, carrelage. Et donc, ça fonctionne très bien depuis un peu plus de 6 ans. Donc, par contre, ce genre de chantier, c'est assez fragile, puisqu'après, ça dépend aussi des directions, des différentes directions, des différentes personnes. Il faut que les gens soient vraiment motivés pour l'insertion, et qu'il suffit qu'une direction change, notamment sur le bailleur, pour qu'on ait eu du mal parfois à continuer ce type de chantier. Il a fallu remotiver tout le monde pour continuer cette démarche. Et c'est une démarche très intéressante pour tout le monde, puisque là, on a vraiment de la qualification réelle de personnes. Est-ce que je peux faire une toute petite intervention? Bien sûr. Oui. En fait, ce chantier d'insertion, alors c'est un exemple parmi tant d'autres de mise en œuvre en fait, de la clause d'insertion et des achats responsables, un exemple qui demande un fort accompagnement du facilitateur pour lancer les choses la première fois, pour convaincre, pour ce qui relève aussi du sourcing, parce que en fait, le donneur d'ordre, c'est souvent un monde qu'il ne connaît pas, et donc le facilitateur, il va être amené aussi à présenter peut-être diverses entreprises
qui potentiellement pourraient répondre au futur marché. Donc là, on voit dans cet exemple, c'est la 7e année, si j'ai bien entendu, hein. Donc on est sur quelque chose de plus ou moins rodé. Et ce que je voulais également indiquer, c'est tous les avantages en fait à aller vers ce type de collaboration avec le facilitateur qui incidemment vont permettre de répondre quand on est sur un marché avec ses clauses d'insertion, une réalisation, etc., de répondre quelque part beaucoup plus vite à cette demande de clause d'insertion, parce qu'au lieu de salarier une personne qui va travailler pendant 2 ans à temps complet sur un équivalent de 1600 heures x2, là, c'est une équipe qui intervient. Souvent, c'est des structures qui ont à cœur de réaliser, là je parle sur le volet BTP, hein, mais leur mission au mieux. Elles mettent un point d'honneur à ce que les choses soient faites correctement. Donc, c'est aussi le but du donneur d'ordre, hein, qu'au bout du compte, la réalisation elle soit exemplaire. Et en même temps, il y a une vraie utilité, un vrai volet RSE du côté de l'entreprise, parce que là, elle fait monter en compétence toute une équipe en termes de formation. Tout à fait. C'est effectivement ça c'était un exemple, puisqu'on a d'autres chantiers d'insertion dans d'autres domaines, hein, comme les espaces verts, par exemple, ce genre de choses. Mais celui-ci est emblématique, puisque c'était un de nos premiers, puis ça fait 7 ans qu'il dure. Donc voilà, je suis resté sur celui-là, quoi, tout simplement. Donc ça, ce sont des exemples pour moi de réussite, en fait, sur la réalisation des clauses. Et par contre, nous avons des points de vigilance, notamment, donc sur le slide suivant, là où on se retrouve avec dans le cas justement où on n'est pas du tout présent en amont. Et c'est là un peu le problème, c'est les points de vigilance, puisque on arrive à avoir, pour certaines entreprises, des réflexes. Et donc, ils ont des réflexes et il n'y a pas de concertation, il n'y a plus de concertation avec les facilitateurs. C'est-à-dire, en fait, ils pensent que, puisqu'ils ont l'habitude de mettre des clauses, eh ben, ils peuvent mettre des clauses un peu sans consulter qui que ce soit, et on se retrouve avec parfois un peu des aberrations, notamment sur des applications un peu sur certaines. Bon, là, je vais prendre le premier exemple, c'était c'est la SNCF, il ne faut pas les citer, mais ils appliquent un coefficient, voilà, toujours le même, 0,08, et on peut se trouver, notamment là, je me suis retrouvé l'été dernier avec une situation très compliquée, puisque j'avais sur de l'eau, j'avais 4600 heures à réaliser en 5 semaines. Donc 4600 heures, si on les reporte à du 35 heures, ça nous fait du 131 semaines. Donc j'avais 131 semaines à caser en 5 semaines. Donc c'était un peu compliqué. Il aurait fallu, pour réaliser ça, que je trouve 26 personnes à mettre en insertion sur 5 semaines. 26 personnes qualifiées en plus, puisque ce sont des travaux un peu particuliers. Donc, du coup, le fait de ne pas se concerter peut arriver à des situations un peu bizarres comme ça, où ça devient irréaliste, quoi. Voilà, on a vraiment le problème. Le deuxième exemple de manque de concertation, c'est sur une réhabilitation. Donc, c'est le slide suivant, c'est une application complètement mécanique d'une formule, de la formule des clauses, de calcul de la clause. Et on se retrouve à une situation, Katia, si vous pouvez changer de slide. On se retrouve avec une situation où on a du 9h25 à faire sur certains lots. Donc 9h25, on peut pas, enfin, je ne vois pas comment je peux mettre quelqu'un sur un chantier, dédié une personne, la mobiliser pour aller faire 9h25 sur un chantier. Donc ça, c'est parce qu'on a appliqué bêtement, mécaniquement, une formule, voilà, qui prend en compte le montant hors taxe du marché et donc la formule, et on se retrouve avec des heures qui ne sont pas du tout raisonnées. Donc du coup, on ne peut pas en fait réaliser ce genre de choses. C'est même plus de la mise à disposition, quoi. Faire 9h25, faire 34h01, enfin c'est pas du tout raisonné. Et ça, c'est un peu les risques que l'on a s'il y a un manque de concertation en amont. C'est un peu les exemples que je voulais prendre sur les points de vigilance à respecter au niveau de l'intervention des facilitateurs dans les appels d'offres. Merci beaucoup Vincent. Katia, tu as Oui. terminé? OK, très Alors, bien. là,
en fait, effectivement, merci Vincent pour cet exposé. Je pense qu'il y a déjà une première question, donc on peut peut-être Oui, commencer à y répondre. oui, Du coup, là, vous voyez encore la slide ou pas oui, spécialement? oui, oui. On voit la Oui, slide sur les questions. d'accord. OK. Donc, on peut peut-être commencer par répondre à cette question et puis après dérouler les questions qui reviennent le plus fréquemment. Mais l'objectif, c'est quand même de partir de vos interrogations et peut-être de vos aspirations par rapport à ces clauses sociales et de la relation avec le facilitateur. Là, On peut effectivement, il y faire. a une question effectivement Hmm. sur voilà, les secteurs d'activité hein, que l'on peut, voilà, qui peuvent être closables, hein. Est-ce qu'il est possible de demander le recours d'un facilitateur sur d'autres types de marchés, par exemple traiteur propreté? Ensuite, quelles sont les conditions financières pour, pouvoir recourir à un facilitateur et comment, contacter un facilitateur? Là, il y a trois questions effectivement, peut-être que c'est dans les questions fréquentes, Katia, que tu avais Oui. identifiées. Bon, on va commencer par ces questions-là, sachant qu'on va peut-être. Ce que je ferai, c'est qu'on fera un aller-retour avec notamment Vincent Le Gall pour pouvoir répondre à ces questions. Là, ce que je dirais pour la première question, effectivement, on a donné l'exemple le plus facile. C'est promis, en 2024, on vous donnera des exemples autres, mais qui relèvent de travaux, parce que c'est vrai que sur la clause d'insertion, le développement s'est beaucoup fait autour de l'ANRU et donc euh, de manière la plus automatique sur du BTP. Maintenant, même sur du BTP, on peut diversifier ces clauses d'insertion et aller sur des prestations intellectuelles. Et là, on parle de l'ANRU, un des aspects aussi qui s'est déjà développé, mais qui va encore plus se développer avec le nouveau PNRU, c'est tout ce qui est la gestion urbaine sociale de proximité par rapport à la gestion urbaine. Donc, effectivement, la remarque là, c'est qu'on peut très vite aller sur d'autres types de marchés qui sont des marchés de prestations intellectuelles. Alors, souvent, on a l'image, la clause d'insertion, c'est pour le cliché, c'est un homme jeune, sans expérience, sur le chantier, qui va accomplir des tâches plus ou moins basiques. Et non, ça peut être aussi la manière dont on va choisir d'orienter ces clauses d'insertion, choisir les marchés. Ça peut être l'embauche de femmes, ça peut être l'embauche de demandeurs d'emploi qui ont un certain niveau de qualification, mais qui pour X raisons n'ont pas le réseau, par exemple, pour trouver un emploi et se lancer en fonction de leur qualification. Donc là, en ciblant tel ou tel marché, on va pouvoir embaucher plus de personnes qualifiées, par exemple. Toujours relevant de critères de la clause d'insertion, mais qui néanmoins ont ses besoins. Et évidemment, on peut recourir à un facilitateur sur des marchés de traiteurs, de propreté, je le répète encore, d'ingénierie. En fait, je pense que tout marché peut être envisagé au niveau de la clause d'insertion. Si en face avec le facilitateur, si lui s'assure qu'il a bien en face les demandeurs d'emploi qui pourront y répondre, et dans quelles conditions de formation, par exemple. Je ne sais pas si Vincent ou Erika, vous voulez compléter déjà sur cet aspect. Non, non, c'est effectivement historique. Historiquement, le BTP était la première porte d'entrée hein, sur les clauses. Après, effectivement, on a essayé de faire un peu plus de services, hein, notamment dans tout ce qui était nettoyage, entretien des voiries, etc., tout ce qui était les métiers de reaper et autres. Et aujourd'hui, en fait, les axes de développement pour nous, c'est, enfin, au moins sur notre territoire, ce sont donc les prestations intellectuelles, la féminisation et le secteur du handicap. Donc, on essaie quand même sur ces trois axes-là de développer au maximum les heures. Et donc, du coup, aujourd'hui, en 2022, on est à 50% seulement de BTP hein, dans nos heures. On a tout le reste est donc diversifié. On essaie tout ce qui est administratif, on essaie d'être beaucoup présent dans l'administratif et de plus en plus d'ailleurs aussi dans les chantiers, puisque dans le chantier Cœur de Ville notamment, on avait une secrétaire qui a été embauchée, qui a fini en CDI d'ailleurs pour Bouygues. On avait aussi de l'alternance avec des apprentis géomètres. On avait essayé de diversifier un peu les métiers. Hein. Donc,
Mais effectivement, le BTP, les exemples là étaient plutôt sur les travaux. Oui. Et pour citer d'autres exemples, alors après c'est un marché classique, j'ai en tête en fait effectivement un marché de traiteurs qui a été réalisé par un EPT francilien, établissement public territorial francilien. Donc c'était la première fois, donc il a fallu véritablement, alors comme le facilitateur était un agent de la collectivité, c'était un peu plus facile, mais il a fallu convaincre les directions générales, le service des marchés publics véritablement de la faisabilité, en fait, de pouvoir aller sur des marchés réservés pour répondre à cette demande de traiteurs. Et du fait que c'était la première fois, il a fallu également que le facilitateur il puisse effectuer ce qu'on appelle un sourcing. Donc, il a travaillé avec les structures d'insertion par activité économique qui potentiellement étaient intéressées pour savoir si elles étaient en mesure d'y répondre, si elles n'étaient pas en mesure d'y répondre. Tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il leur fallait? Donc là, après, il y a des structures telles que ce qu'on appelle les têtes de réseau, en fait, qui les ont accompagnées, parce que bien évidemment, le facilitateur, il se doit un devoir plus que de réserve. Il ne pourra pas communiquer sur les éléments de marché. Par contre, il peut communiquer et dire, bon, bah, attention, il y a ce marché qui se prépare, et à un moment donné, si vous voulez y répondre, il faut que vous-même, vous puissiez vous faire accompagner quand c'est nécessaire, pour pouvoir y répondre dans de bonnes conditions. L'enjeu également, c'était de travailler potentiellement au niveau local, de détecter aussi les forces vives sur le territoire, parce que si à un moment donné, que ce soit des TPE, des PME ou des structures d'insertion par activité économique locale y répondent, bah, tout ça, ça participe aussi à l'essor du territoire de la collectivité concernée. Donc, pour ce marché de traiteurs, effectivement, il y a eu cet accompagnement. Et ce qui était intéressant sur ce marché, c'est qu'il y avait 4 lots. Il y a des lots où on a choisi de faire des clauses d'insertion avec des heures à réaliser uniquement, et d'autres lots qu'on a réservés, qu'on a construits en termes de marché réservé. Donc, ce n'est que les structures ad hoc qui ont pu y répondre. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour tout ce qui est ingénierie, l'objectif aussi en amont, pour que le donneur d'ordre puisse comprendre aussi le travail en amont, c'est pareil, c'est de pouvoir se dire ben, pourquoi pas, mais sur le périmètre où va se déployer ce marché, on fait quand même un sondage en amont pour savoir s'il y a les profils adéquats qui existent et qui sont en recherche d'emploi. Et à partir de là, on peut construire les choses. Alors, toujours pareil, la rédaction, elle peut parfois être incrémentée de termes un petit peu spécifiques pour adapter aussi le niveau qui pourrait potentiellement être demandé par telle ou telle entreprise ou structure. C'est On vraiment, continue? voilà, très Oui. important voilà, de solliciter le facilitateur en amont, hein, du lancement d'un marché et plus en amont possible, notamment via votre programmation. Et pour rebondir par rapport à ce que dit Erika, ça, c'est un point qui est crucial, qui est vraiment important. Après, moi, je dirais que le facilitateur, il a une capacité d'adaptation qui parfois est extraordinaire. Et même si tout n'est pas toujours vertueux dans la relation avec les donneurs d'ordre de prime abord, c'est des choses aussi qui se construisent hein, au fil et à mesure des marchés, des mois, parfois même des années. Mais n'hésitez pas à le solliciter. Il peut, de manière, on va dire, un peu inopinée, vous appuyer. Mais j'insiste quand même, je rebondis sur ce que disait Erika, ce n'est pas la manière la plus idéale de construire en fait vos propres marchés publics avec ce volet clause d'insertion et achat responsable. Là, ça peut ou se terminer sur concrètement, on ne peut pas mettre en œuvre, les délais sont trop contraints parce qu'on est sur des choses justement qui ne sont pas de l'ordre du classique BTP, ou alors ça va être fait de manière contrainte, mais pas de manière idéale. Donc, il manquera de la substance et peut-être un peu de frustration de part et d'autre. Néanmoins, c'est jamais impossible. Appuyez-vous sur les facilitateurs. Il y a des choses aussi qui se font parce que
Il y a, dans la mesure où les facilitateurs travaillent en réseau, ils vont aussi capitaliser sur qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, là au niveau régional, hein, puisqu'on parle de la MAX, mais même au niveau national. Alors, il y a une Alors, question qui revient, oui. Katia, comment contacter un facilitateur? Alors, comment contacter un facilitateur? Bon, il y a diverses manières de contacter un facilitateur. Alors, est-ce que la question, c'est comment trouver le facilitateur qui va vous accompagner? C'est bien ça? Oui, oui, voilà, c'est quelqu'un, j'imagine. Alors, vous pouvez Oui. prendre la parole, hein, vous, si vous souhaitez, préciser votre demande, madame Vallet. Oui, je vous remercie. En fait, vous y avez répondu sur le site d'Alliance Ville Emploi. Du coup, moi, je ne connais pas de facilitateur. On a plusieurs marchés sur lesquels on souhaite intégrer des clauses sociales à Sciences Po et notamment des clauses en faveur de l'insertion. Voilà, on souhaite parfois se faire accompagner par des facilitateurs, des experts du sujet, mais nous n'en connaissons pas. Donc, je vais tout de suite noter effectivement le site d'Alliance Ville Emploi. Je vous remercie et voir comment est-ce qu'on peut se faire accompagner. J'avais une autre question, c'était sur la rémunération. Est-ce que c'est du quorum? Est-ce que vous répondez du coup, il faut qu'on rédige un cahier des charges avec le descriptif de la mission et donc c'est un forfait. Comment est-ce que se prévoit la rémunération en fait du facilitateur? Avant de répondre à cette question, sachant qu'il y avait d'autres questions, hein. Ah oui, justement, vous aviez parlé des conditions financières, le contact, d'accord, on y est. Alors, pour le contact sur les facilitateurs, effectivement, vous avez le site de l'Alliance Ville Emploi. Il faut savoir que nous, on est un petit peu le pendant, l'URTI, hein, quand je dis nous. Alors, en partenariat, de toute manière intégré à cette fameuse mission d'appui de développement aux clauses sociales, la MAX, mais on est aussi le pendant d'Alliance Ville Emploi au niveau l'Île-de-France. Du coup, sur le site d'Alliance Ville Emploi, je vous avoue que je ne sais pas si l'annuaire, il est toujours en ligne. Je ne sais pas si Vincent… Si, il y est. C'est pour ça que j'ai mis la référence, parce que j'ai été voir, je suis dessus, donc c'est bon. D'accord. Dans tous les cas, l'URTI est missionné pour véritablement, alors 2 fois par an pour mettre à jour cet annuaire et au-delà de ça, de pouvoir, au fil de l'eau, intégrer le nom des nouveaux facilitateurs qui arriveraient pour tel ou tel territoire. Par rapport à ces annuaires, ce qu'il faut savoir, ceux qui sont diffusés et mis en ligne, vous allez avoir le nom des structures, éventuellement des directions. Vous n'aurez normalement, là il faudrait que je regarde sur Alliance Ville Emploi, pas le nom en soi des facilitateurs, de tel facilitateur pour telle commune. Pourquoi? C'est justement… Enfin, il y a 2 raisons. C'est pour éviter de systématiser en fait cette clause d'insertion, l'introduction de cette clause d'insertion, sans avoir ce contact qui est si fructueux, si important. Là, je reviens à ce que Vincent Le Gall nous expliquait sur un petit peu les freins ou les mésusages, où en fait le fait d'introduire la clause d'insertion sans travailler avec le facilitateur de proximité, ça peut mener à des couacs, des aberrations telles que par exemple ce qu'il a cité sur une réalisation à faire sur un nombre d'heures très très contraint ou sur des lots dans lesquels on mettrait des clauses d'insertion alors que ce n'est pas opportun. Donc l'objectif quand même, c'est de ne pas avoir un annuaire où on se dirait dans la rédaction de ma clause d'insertion, je note que tel facilitateur va prendre en charge la clause d'insertion sans le consulter. Et la deuxième chose, au-delà de l'aspect qualitatif, pour la rédaction, le calibrage des heures, les modalités, c'est aussi parce que c'est des missions qui sont en train de monter en puissance, notamment, comme je l'ai expliqué, avec les grands travaux, avec la diversification des marchés de l'État et autres. Et donc, le facilitateur, il a besoin de pouvoir organiser en quelque sorte son plan de charge et de pouvoir se dire sur l'année en cours ou l'année à venir, a priori, alors bien sûr, il y aura toujours des choses qui peuvent se rajouter à cours de route, mais moi, je sais que j'ai tant de ressources humaines pour mener à bien telle ou telle mission. Et donc, en fait, si tous les donneurs d'ordre indiquent un nom sur un marché et que le facilitateur, soudain, pendant un trimestre, il se retrouve avec 10 marchés qui n'étaient pas prévus, ça peut compliquer les choses. Rien n'est impossible. Il
faut pas faire l'économie de le contacter, de travailler avec lui, mais ça peut rendre les choses compliquées parfois. En tout cas, pour cette histoire, au-delà du site Alliance Ville Emploi, vous pouvez aussi contacter ou la Max avec le GIC Maximilien ou nous, l'URTI, où là, vous aurez des choses. On va vous mettre en relation avec le facilitateur qui va être vraiment concerné pour le marché que vous souhaitez construire. On vous Voilà. donnera les adresses. Tout à fait. Je vous remercie. Et rester après la question un peu sur les conditions financières. Oui, il y avait la question sur les conditions financières. Alors, je continue ou est-ce que vous voulez que l'un ou l'autre réponde? Non, Katia. Ouais. Katia, vas-y, après, c'est chacun. Ouais. Alors, sur les Après, questions, oui, les conditions facilitateur. financières, à vrai dire, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Dans certaines collectivités ou structures qui portent donc des facilitateurs, la prise en charge est prévue, ça peut être pour l'ensemble des marchés et des donneurs d'ordre qui interviendraient sur un périmètre donné. Donc, quelqu'un qui a son micro d'allumé, excusez-moi. Quelqu'un, si vous pouviez couper vos micros. Je crois que c'est bon. Merci. Donc, effectivement, là, vous allez rentrer en contact avec le facilitateur intégré à une structure donnée et il est possible que l'intervention ne se fasse pas gratuitement, on va dire gracieusement, parce que derrière, il y a toujours une rémunération, il y a un investissement d'élus et de collectivités pour développer ces clauses d'insertion. Mais néanmoins, il n'y aura pas de conditions financières spécifiques. Après, sur d'autres structures, d'autres périmètres, d'autres territoires, il peut vous être demandé en fait de signer une convention qui va expliciter en fait les termes du partenariat et notamment les conditions financières. Donc là, on est souvent sur une base en fait, une base commune, on va dire, et après une rémunération en fonction du nombre d'heures d'insertion qui vont être prévues dans le cadre de ce marché. Je ne sais pas si là, pour le coup, Erika ou Vincent, vous voulez compléter, mais par exemple, Vincent, sur la maison de l'emploi, quelles sont vos pratiques? C'est gratuit. Ouais. On ne fait rien payer. Et Erika, je ne sais pas si tu voulais compléter. Après, non, effectivement, c'est variable. Bon, il y a du financement là qui est attribué par l'État. Donc, comme tu le disais, Katia, dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé l'année dernière. Et il y a un nouvel appel à projet qui va être lancé, enfin qui est déjà lancé, voilà, pour financer des postes complémentaires de facilitateurs. Donc, ce sont des appels à projets, un appel à projet national qui se décline au niveau régional et au niveau de l'Île-de-France. Voilà, c'est quand même en lien avec. Alors, tout d'abord, c'est en lien, comme tu disais, Katia, avec les marchés de l'État, dans le cadre du PNAD, puisqu'il y a une obligation enfin, en tout cas, voilà, dans ce cadre de PNAD, les acheteurs doivent avoir 30% de leur marché à horizon 2025 avec une considération sociale et 100% avec une considération environnementale. Donc, voilà, il faut bien accompagner, voilà, il faut que l'acheteur puisse être accompagné pour mettre de la clause pour prendre en compte cet achat responsable sur le volet à la fois social et environnemental. Et puis, comme tu le disais, Katia, au niveau de la spécificité de l'Île-de-France, c'est les grands travaux, donc toujours dans le cadre du Grand Paris, bien évidemment les JOP, et puis le NPNRU, les chantiers de réhabilitation urbaine, donc voilà, la phase 2 qui a déjà commencé il y a un petit moment, mais qui monte en puissance. Donc effectivement, pour ces donneurs d'ordre, il y a du financement. Après, pour d'autres donneurs d'ordre, soit effectivement, comme tu le disais, Vincent, voilà, il n'y a pas de financement demandé, ou alors effectivement, il peut y avoir des structures facilitatrices qui vont demander un complément financier parce que effectivement, quand il y a un accompagnement des acheteurs, puisque enfin voilà, ce qui est quand même préconisé, c'est qu'il y ait une convention qui soit signée entre les deux parties. Ça veut dire des ressources humaines à mettre en face, et qui dit ressources humaines
voilà, dit rémunération. Donc, voilà, certains facilitateurs, voilà, n'ont pas en face suffisamment de ressources, donc vont demander, voilà, à l'acheteur voilà, une contribution financière et quand c'est de l'acheteur privé, bien évidemment qu'il y a une contrepartie financière qui va être demandée. Oui, et pour compléter, alors c'est une question qui est jamais simple parce qu'effectivement, il n'y a pas il y a pas de pratique identique sur l'ensemble du Non. territoire francilien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une convention de financement de la sorte, ça veut dire aussi un engagement de part et d'autre pour la réalisation des clauses d'insertion. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut garder en tête que derrière, c'est un travail qui est accompli en termes de RSE pour le donneur d'ordre, mais aussi en déclinaison sur les entreprises. Donc, et là, vous savez aussi qu'il y a une évolution, notamment pour les grands donneurs d'ordre, sur tout ce qui relève un peu du SPASER. Donc là, ça va être vraiment, le rôle du facilitateur, ça va être aussi d'accompagner sur diverses branches de ces SPASER pour aider à la réalisation. On est vraiment sur une notion d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'insertion. Donc, c'est ce qui explique aussi que sur certains territoires, au vu du qualitatif qui va être mis en place et qui va être une vraie plus-value après pour le donneur d'ordre, il peut être demandé ce financement. Mais derrière, souvent, effectivement, c'est au vu de l'explosion aussi de ces clauses d'insertion, c'est la question des ressources humaines et des moyens pour la bonne réalisation. Voilà, et qu'on puisse être vraiment dans le Mmh. qualitatif. Donc, je pense que qu'il y ait voilà, contribution financière ou pas, enfin, je pense que ce qui est recommandé, je sais pas, voilà, le côté, voilà, Katia ou Vincent, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une convention entre les 2 parties pour bien, voilà, voir, jusqu'où, enfin, où commence la mission du facilitateur ou jusqu'où elle va et puis, ben, vous aussi, voilà, acheteur, voilà, c'est aussi de travailler étroitement. Donc, ce que le facilitateur, voilà, va vous demander, hein, bien en amont du marché, pendant le marché, puis, voilà, parce que, voilà, si jamais il y a des difficultés aussi à ce que la clause sociale, puisse être exécutée par l'entreprise, voilà, le lien, hein, contractuel, il est entre le donneur d'ordre et l'entreprise. Donc il faut aussi voilà, faire en sorte que le facilitateur puisse, voilà, trouver l'articulation, bien son positionnement, et vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'entreprise. Donc voilà, je ne sais pas ce que, voilà, Katia ou Vincent, vous en pensez, mais même s'il n'y a pas de, voilà, de contrepartie financière, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir une convention qui définit bien voilà, le rôle de chacun et ce que chacun, attend de l'autre. Alors il y avait une question Ouais. effectivement sur, Katia. Voilà, alors on peut répondre à 2 voix. Comment collaborent, Oui. l'URTI et l'AMAX? C'est Ah vrai bah, que Erika, je sur te laisse l'Île-de-France. commencer du coup. Non, c'est vrai que sur l'Île-de-France, voilà, on peut des fois, vu de l'extérieur, voilà, dire il y a un millefeuille, voilà, au niveau, voilà, parce qu'il y a l'URTI, il y a l'AMAX, mais il y a aussi, voilà, que les coordinations départementales. Donc, c'est vrai que, voilà, on travaille, hein, étroitement, l'URTI et l'AMAX. Alors, c'est vrai que l'AMAX, on a été, nous, voilà, conventionnés, en 2000, voilà, en 2016, par l'État pour, ben, accompagner, les acheteurs, sur le développement de la clause sociale. Donc c'est vrai que voilà, nous, on va avoir une intervention, je dirais régionale et de plus en plus sur le volet, achat responsable globalement. On est, comme le disait, je crois que toi, Katia, tout à l'heure, tu parlais de, voilà, clause sociale au sens large. Donc c'est vrai que, voilà, on raisonne au niveau de la mission d'appui au développement des clauses sociales. Voilà, plus largement que, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais juste la clause sociale dans le marché. C'est aussi vous accompagner sur, accompagner les acheteurs sur, la prise en compte de l'achat socialement responsable, plus globalement dans ces marchés. Donc nous, au niveau de la Max, on a un rôle d'animation de l'écosystème de la clause sociale, hein, sur le territoire, francilien. Et donc, ben, l'URTI, est un de nos partenaires. On travaille étroitement, avec l'URTI quand on est saisi par des demandes, d'acheteurs franciliens. Donc c'est vraiment, voilà, l'URTI fait partie, de nos partenaires,
Voilà, au même titre que des coordinations départementales de facilitateurs, que le réseau du handicap représenté par l'UNIA, que le GRAFI, hein, qui est le réseau francilien des structures de l'insertion par l'activité économique, et également, la CRES. Voilà, donc on travaille, voilà, étroitement avec l'URTI. Donc c'est pour ça que, voilà, quand nous on est saisi d'une demande, on peut aussi, faire appel à l'URTI, qui va être en contact peut-être à une maille plus fine avec les facilitateurs. Voilà, Ouais, Katia, je te ouais, laisserai, voilà, je ne sais pas si ouais, j'ai tout à été fait. claire. Tu Oui, peux oui, je pense. peut-être, Enfin, après, compléter ou c'est à rajouter. vous, participants, de nous le dire. Mais euh, de toute manière, que vous contactiez l'URTI ou la Max, on travaille ensuite en réseau. Et donc, on échange ensemble. Moi, je dirais, il y a la notion de guichet régional aussi qui s'est développée. Donc, l'entrée est souvent avec le GIP. Alors, c'est vrai que quand on dit comment collabore l'URTI et la Max, l'URTI fait partie de la MAX, de la mission d'appui de développement des clauses sociales. Après, le pilote en fait de la MAX, c'est bien le GIP, Maximilien. Et donc, voilà, je reviens à ce que je disais il y a quelques secondes. Quelle que soit l'entrée, de toute manière, on travaillera ensemble avec du côté de l'URTI, effectivement, une orientation peut-être un peu plus facilitateur, terrain. C'est pour ça aussi que c'est nous qui sommes missionnés pour avoir vraiment une tenue de l'annuaire à jour, mais aussi pouvoir, on commence là à tenir justement quelles sont les difficultés que les donneurs d'ordre peuvent rencontrer quand ils n'ont pas de facilitateur en face, un peu la notion de zone blanche et ce qu'on appelle les zones grises. Les zones grises, c'est des zones où vous avez effectivement un facilitateur, mais la structure n'est pas conventionnée pour suivre tel ou tel marché de tel ou tel donneur d'ordre. Et donc là, on voit s'il y a des solutions qui peuvent être trouvées néanmoins. Et en tout cas, on les recense parce que l'objectif, étant en lien en trois avec les DRIEX, normalement, c'est qu'on puisse remonter semestre après semestre, année après année, les difficultés que peuvent avoir les donneurs d'ordre pour se faire accompagner, notamment, et donc essayer de pallier ces difficultés, de trouver des solutions, que ce soit en termes de financement ou sur d'autres méthodes. Donc voilà, ce que je dirais, c'est la notion de diagnostic un peu fine. Et quand je dis diagnostic, ça peut être diagnostic des problématiques. Et la notion de travail avec les facilitateurs, on va être beaucoup sur le volet aussi de la formation complémentaire à celle d'Alliance Vie d'Emploi. Vous la retrouvez plutôt sur l'URTI, mais ça s'inscrit dans un ensemble plus large qui est la MAX, véritablement. Alors, il y a Oui, une question de monsieur Assou, voilà, Oui, voilà, vous m'entendez? voilà, ouais. qui met le doigt sur le fait qu'il y aurait des déséquilibres territoriaux en fonction des pratiques locales. Ça pourrait voilà, freiner les donneurs d'ordre dans leur volonté de closer les marchés. Alors, je crois, monsieur Rassou, hein, vous souhaitiez savoir en moyenne combien d'heures d'insertion, c'est ça, est Oui, vous préconisé m'entendez? par le facilitateur? Vous Oui, oui, m'entendez? oui, allez-y, Oui, allez-y. bonjour. Oui, effectivement, parce que Bonjour. bonjour à tous. Patrice Rassou, EPF Île-de-France. On collabore étroitement depuis quelques semaines, quelques mois maintenant avec Madame Maillot, justement, même avec Madame Salvado, sur ces questions-là. Et effectivement, j'avais posé en aparté la question avec à Madame Maillot, c'est, on a beaucoup d'acronymes, beaucoup d'organismes. On a la MAX, on a le Graphi, enfin, beaucoup d'organismes justement qui œuvrent en faveur des clauses sociales, mais on se dit, mais au final, à qui dois-je m'adresser? Donc effectivement, est-ce que je m'adresse directement localement si j'identifie le facilitateur, ou alors est-ce que je m'adresse un peu plus haut pour qu'il y ait une espèce de coordination et que tout le monde soit au courant, entre guillemets, des projets qui sortent? Et c'est vrai que moi, avant de collaborer avec Madame Maillot et la Max, moi j'allais directement voir chacun des facilitateurs, et il y en a effectivement, ces pratiques locales peuvent effectivement freiner, notamment si on parle de financement, et remettre en cause la politique volontariste des collectivités, enfin des donneurs d'ordre, sur l'insertion. Alors aujourd'hui, on est dans le PNAD, donc de manière générale, on y est tous contraints et obligés. Mais c'est vrai que au final, on se dit, pourquoi lui, il est financé, enfin, pourquoi lui, je devrais le financer alors que par ailleurs, j'en fais beaucoup plus sur un autre territoire et je le finance pas. Enfin, il n'y a pas de convention au sens propre du terme, de convention à titre onéreux, hein, j'entends.
Et c'est vrai que ça pose vraiment le sujet et c'est vrai que moi, je sais pas si vous avez une infographie ou quelque chose qui permettrait de résumer, le maillage, pas forcément de l'annuaire, mais le maillage, bah, vous l'avez un peu présenté avec l'URSSAF sur la couverture francilienne. Mais donc du coup, si ce que je comprends bien, les plis, les maisons de l'emploi, quelque part, en fonction de leur répartition, assurent plus ou moins les mêmes missions en fonction des départements, c'est ça? Oui, en fonction des même au sein du département, il peut y avoir plusieurs déclinaisons, possibles. Mais D'accord, effectivement, il y a des territoires où c'est, tel pli qui va être missionné pour intervenir, sur une ou plusieurs villes. d'accord, OK. Oui, effectivement, c'est ce maillage-là que moi j'avais un peu de mal à à éclaircir. Parce que par exemple, je travaillais, bah, vous connaissez, bah, Clichy-sous-Bois quand j'étais, je parlais à un interlocuteur qui me dit: «Ah bah là, sur ce territoire, c'est pas moi, ce sera un autre collaborateur sur Villepinte». Donc du coup, j'étais obligé sur le même marché, on a plusieurs interlocuteurs, qui fait quoi, qui prend le «lead» entre guillemets du sujet. Enfin, c'est vrai que c'est pas aisé à comprendre. D'une manière générale, effectivement, Ouais, les c'est moi c structures, oui, tout à oui, oui, fait. allez-y, allez-y. Oui, non, c'est ça, c'est les Non, non, structures les qui structures est compétent, porteuses, quoi. effectivement, varient, hein. Oui, oui, mais les structures porteuses, ça peut être des maisons d'emploi, ça peut être des plis, ça peut être une ville, enfin, peut être une association, c'est effectivement très varié. Donc, bon, nous, on a une carte, hein, voilà, des coordinations départementales des structures porteuses, mais, je pense que tout ça, Katia, hein, il va y avoir une cartographie un peu plus fine qui va prochainement sortir sur le territoire, francilien. Oui, oui, tout à fait, mais je pense que dans votre intervention, il y a plusieurs aspects. Alors, par exemple, là, l'exemple de Clichy-sous-Bois, Villepinte, c'est sur, le dernier marché qu'on a travaillé ensemble justement, ou il y en a eu d'autres, Non, c'était avant, c'était, tout corps d'État. D'accord. Après, normalement, pour vous donner un exemple précis du rôle du facilitateur, l'idée c'est, vous avez un facilitateur un peu de référence. Là, par exemple, si c'est Clichy-sous-Bois avec, un peu un historique, d'intervention, normalement, l'idée c'est de se rapprocher, bah, par exemple, de ce facilitateur à Clichy-sous-Bois et de dire: «Voilà, on a 2 interventions. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer en termes de coordination?» Oui, Après ouais, les c'est ce que je fais rencontres. actuellement, oui, ouais. Ouais, les rencontres peuvent se faire. Donc, ça, c'est une démarche, normale. Vous pouvez tout à fait nous remonter, non pas des anomalies ou des problématiques, mais quand vous êtes confronté, à des situations où ça vous semble un peu compliqué, vous pouvez nous le remonter aussi bien, enfin à l'URTI, ou au niveau du GIP et puis on va travailler ensemble pour essayer de voir s'il y a une solution. On ne vous dit pas qu'il y a Mais une ouais, baguette ouais. magique et qu'on trouvera toujours Non, la non, bien solution. sûr. Non, Mais non, bien bien sûr. Ouais. souvent, le fait de travailler en réseau, on peut lever les écueils. Là, pour l'exemple que vous citiez, à savoir, vous avez un marché qui concerne 2 villes, ben, il faut simplement se mettre d'accord sur, quelle est la porte d'entrée principale. Le facilitateur, après, j'ai envie de dire presque, en back office, il va travailler avec l'autre ville pour se dire que, dans le marché, il y a une représentation aussi bien des habitants de telle ville que de l'autre ville. Ça, ils vont s'arranger en interne. Je ne sais pas si, c'est comme ça que ça s'est passé ou autre, mais ça, c'est pour répondre à une question qui est d'ailleurs intéressante parce que c'est vrai que les donneurs d'ordre, tout ce qu'on vous a expliqué, c'était un peu centré sur, une ville donnée, un territoire donné, mais il y a de plus en plus de marchés là qui concernent, parfois même plusieurs départements ou Oui, plusieurs oui. communes ou plusieurs EPT. Donc, on arrive très bien à organiser les choses et si à un moment donné, les uns et les autres, vous êtes confrontés à des difficultés, appelez-nous. Parce que nous, c'est l'occasion Ouais, aussi de faire monter en compétence les Ah non, mais territoires j'hésite pour pas, leur hein, dire: vous inquiétez «Voilà pas. comment on a fait ailleurs et voilà comment on peut faire là». Oui, bien alors sûr. Ceci n'hésitez pas, Oui, hein. Excuse-moi, Katia. oui, oui, pas de souci. Mais ceci étant dit, je pense que tout ce qu'on peut vous expliquer sur l'URTI et la Max, j'ai presque envie de dire, oui, c'est sûr que ça peut sembler un peu tortueux de l'extérieur, mais vous posez pas trop de questions. Vous avez les noms des interlocuteurs, appelez-les. Nous, après, on s'arrangera sur le qui fait quoi. Par contre, toutes les relations que vous avez construites directement, par exemple avec Monsieur Le Gall ou avec d'autres facilitateurs, gardez-les quand vous avez des marchés qui ne concernent
qu'une commune ou qu'un EPT ou autre, c'est pas la peine systématiquement de passer par le guichet régional parce que là, vous allez perdre en fait la proximité. Et de toute manière, la réponse que pourra apporter le facilitateur de proximité, elle sera jamais aussi fine que celle qu'on pourra apporter au niveau régional, j'ai envie de dire. Oui, 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 de toute Alors façon, c'est ce que je juste, fais, vous hein. pouvez saisir ouais, oui et sinon, alors pour tout le monde, vous pouvez saisir le guichet, pas pour que voilà, mais que nous on puisse, voilà, si vous n'arrivez pas à joindre, l'URTI ou voilà, Alliance Ville Emploi, vous pouvez saisir le guichet, je vous ai mis le lien et nous après on redescend, voilà, on peut être la porte d'entrée. Nous, on a des acheteurs, voilà, qui saisissent aussi parce qu'ils veulent être mis en relation avec un facilitateur, donc il y a un formulaire, voilà, exprimez vos questions et après nous on peut faire, voilà, on est la courroie de transmission et voilà, on fait le lien avec les territoires. Je vois juste, il y a encore alors il y a une question peut-être, voilà Oui. pour Vincent et on arrive à la fin de l'atelier donc, combien d'heures d'insertion, hein, pour closer un marché, j'imagine, c'est ça? Je sais pas ce que Combien toi d'heures tu pour un préconises, marché? Vincent? Il faut que ça soit raisonné. En fait, il y a une formule qui est la formule montant hors taxe égale, enfin, c'est le montant hors taxe multiplié par la part de main-d'œuvre par le taux d'effort divisé par le coût horaire, hein, d'une personne. Donc, ça, c'est une formule mathématique. Après, en fonction des indicateurs qu'on met dessus et du type de travaux, ça change. Mais nous, on essaie quand même de prendre des marchés à partir du moment où où il y a quand même une activité. Donc, à moins de 150 heures sur un marché, donc 150 heures, ça ferait à peu près un mois, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mettre des heures, quoi. Si c'est Ouais, prendre un marché pour 15 heures ou 20 heures, je ne vois pas l'intérêt. il y a une préconisation, hein, dans le nouveau guide de la DAE qui est de 300 heures, donc 2 mois de Oui, travail, tu vois? C'est oui. après Nous, voilà, en fonction on est à bon, 150, on est encore plus souple, mais c'est vrai qu'il faut quand même que ça ce dépend de la soit durée. rentable, quoi. Ça C'est pas participe quand initial. même d'un parcours, hein, parce que Voilà. sinon, voilà, ça participe pas de la remise, au travail de on est quand même sur des publics, hein, qui alors, voilà, qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi, mais si on va sur, 2 semaines, enfin ça a pas de sens, quoi, en fait. Ben, Mais en tout cas, la réponse est à nouveau travailler avec les facilitateurs de proximité parce que vous pouvez aussi avoir, excusez-moi un instant, vous pouvez aussi avoir des facilitateurs qui, pour X raisons, vont choisir de mettre une clause d'insertion même avec moins de 150 heures. Donc, laissez-vous on va dire, embarqués par leur explication, leur argumentaire. Après, c'est vous, en tant que donneur d'ordre, qui déciderez au bout du compte, voir si c'est opportun. Mais alors, je sais qu'il est 12h03, mais je profite justement que vous me posiez les questions pour rappeler en fait que sur un territoire de Seine-Saint-Denis, effectivement, en l'occurrence sur Clichy-sous-Bois, il y a eu un travail énorme qui a été fait avec l'EPF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, et que c'est sur ce territoire, c'est avec ce travail avec l'EPF qu'on a pu lancer des marchés de prestations intellectuelles. Et on a pu positionner comment dire, des bénéficiaires à venir de la clause d'insertion avec un niveau parfois Bac+2, Bac+3, Bac+4, avec des montages très spécifiques. Alors vraiment, c'est des choses, c'est dans la dentelle. Et pour les inventer, il faut vraiment que vous soyez le facilitateur qui soit partie prenante. Mais sur des marchés de l'EPF, par exemple, on avait beaucoup des marchés multi-attributaires, avec des architectes qui intervenaient, avec des maîtrises d'œuvre, etc. Donc même avec des partages de candidats qui ont pu intervenir au prorata sur le temps pour telle ou telle chose. Donc ça, c'est vraiment des choses qui se construisent et en amont et qui se construisent avec le facilitateur. Et l'autre exemple que je voudrais donner, là, on parlait de nombre d'heures. On a eu un exemple là récemment où on avait sur l'EPF des lots avec très peu d'heures. Donc le réflexe, effectivement, c'est de dire, bon, bah, c'est pas la peine de closer. Sauf que derrière, c'est peut-être des métiers en tension
Donc ça, c'est pareil, normalement, le facilitateur, il peut vous appuyer et faire un peu de sourcing ou autre, peut-être même contacter les entreprises qui potentiellement font partie du secteur des entreprises qui vont répondre à ce marché et voir quels sont les besoins en ressources humaines. Donc le très peu d'heures peut se transformer en embauche directe pour quelqu'un qui est éligible. Donc ça, c'est intéressant. Et de la même manière, ça peut être un marché comme ça de prime abord où on se dit, bon, il y a très peu d'heures, mais derrière, il y a toutes les associations, les structures qui interviennent sur le territoire donné où il peut y avoir une utilité. Là, donc je me permets de reprendre cet exemple précis, mais c'est vrai que sur le marché de l'EPF, qui concernait en fait tout ce qui était les enlèvements d'épaves, on peut être sur des territoires où il y a des garages solidaires, où il y a des initiatives pour travailler en fait sur les forces vives autour ou de la mécanique ou autre. Et donc, soudain, mais ça, le faire à la dernière minute, pour le coup, c'est quasiment impossible. Mais soudain, un marché qui ne paye pas de mine, où on se dit, oh ben, on va pas mettre de clause d'insertion, là, ça marchera pas, c'est pas habituel ou ça va être compliqué, ben, ça peut ouvrir le champ du possible. Donc là, il faut vraiment, j'ai presque envie de dire, il faut ouvrir ses chakras, se dire que on pose les choses, on travaille avec les référents, les facilitateurs, on déblaye le terrain et on voit ce qui est faisable. Et puis après, si à un moment donné, du côté du donneur d'ordre ou du facilitateur, c'est pas possible, bon, au moins c'est de l'expérimentation qu'on aura tenté et qui pourra servir sur d'autres marchés, véritablement. On arrive, on a même débordé sur le temps. Donc là, je ne vois plus je vois plus de questions. Ce que je vous propose, c'est que voilà, on s'en arrête là pour aujourd'hui. Donc écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci également à Katia et à Vincent pour vos interventions qui étaient très, très intéressantes. Et puis, on vous transmet prochainement voilà, le lien pour le replay du webinaire hein, via notre chaîne YouTube. Et puis, voilà, si vous en êtes d'accord, Katia et Vincent, le support de votre formation. De votre présentation, excusez-moi. Oui, tout à fait. Merci à tous et bon appétit, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.